Surtout ce que dit Bruno Retailleau. LFI, c'est l'idiot utile dans le paysage politique désormais. Moi, je ne pense pas que ce soit des idiots utiles. Moi, je pense qu'ils sont très intelligents. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ce sont des types qui sont très malins. Mélenchon, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il essaye de morceler le Parti socialiste et de devenir le leader à gauche. C'est ce qu'il a fait en 2008 lorsqu'il a voulu quitter le Congrès de Reims à l'époque contre Ségolène Royal et François Hollande. Ils veulent lui faire la peau depuis 2002. La question que vous posez, c'est est-ce que des partis dits républicains qui ont des représentants à l'Assemblée nationale peuvent braver les interdits et participer à des manifestations qui sont illégales? Moi, je rappelle juste que souvent, ce sont ces partis-là, LFI, LLV, toute la bande, qui disent attention, il y a une menace fasciste, etc. Des gens vont marcher sur les institutions, vont marcher sur l'institution judiciaire. Moi, ce que je remarque dans cette manifestation, c'est que c'est pas le Front National qui marche sur les institutions, c'est ELLV, la France Insoumise, qui disent on s'en fout de la décision du préfet. On s'en fout des décisions gouvernementales, on s'en fout des décisions des institutions, on marche sur la décision de justice qui a interdit la manifestation pour trouble à l'ordre public, on s'en fout, on est censé représenter la loi mais on ne se l'applique pas à nous-mêmes, on marche sur cette décision et donc du coup on brave les interdits. Mais la question que je pose, c'est comment on va faire si par cas ils arrivent au pouvoir? C'est-à-dire qu'ils vont marcher sur les décisions de justice, ils vont contester les décisions du Conseil d'État, les décisions du Conseil constitutionnel, si ça ne va pas dans leur intérêt et si ce n'est pas uniquement dans leur sort. Moi je pense qu'en démocratie, il faut quand même respecter la séparation des pouvoirs. Ils marchent sur la séparation des pouvoirs alors qu'ils sont parlementaires. Yannick Jadot devait se rappeler quand même que la séparation du pouvoir est claire entre le législatif et le judiciaire et qu'il est clairement en train d'outrepasser ses règles. Normalement, dans un État normal, il devrait être traduit en justice. Merci. Que les Français soient plutôt pro-israéliens qu'ils ne seraient pro-Hamas. Ça se comprend. C'est tout à fait compréhensible et on peut féliciter les Français d'avoir du bon sens dans la mesure où ce qui s'est passé est vraisemblablement la plus grande tuerie de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il est normal que la France, l'Europe, globalement de la civilisation occidentale qui a été marquée par la Seconde Guerre mondiale et les tueries de masse et le génocide quand même, soit plutôt de ce côté-là. Moi, la question que je pose, et la question qui est posée en termes de réflexion, c'est que je pense qu'il y a une question qui n'est pas posée, c'est êtes-vous favorable davantage à Israël ou à Palestine? Je pense que la question ne serait pas la même, mais la question n'est pas posée. Pour revenir sur votre sujet, je pense que les Français notamment, ont pu avoir une sympathie pour les causes palestiniennes et ont toujours été sur le principe d'égalité. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été avec le petit contre le grand. C'est-à-dire que Palestine est vue comme le petit face à Israël. En Coupe de France, vous suivez le foot, ils ont toujours été pour le petit contre le grand. Donc ça a toujours été une cause habituelle. Mais je pense qu'il y a une évolution depuis une quinzaine, vingtaine d'années qui est que notamment les mouvements de libération sont maintenant très religieux et notamment islamistes. Si par cas ils peuvent comprendre que le peuple palestinien puisse avoir un droit, est-ce qu'ils peuvent être satisfaits que des Palestiniens soient gérés par des gens comme le Hamas qui utilisent des civils comme boucliers? Est-ce qu'ils peuvent être satisfaits que la Palestine soit gérée par des gens qui égorgent des bébés, qui violent des femmes, qui prennent des tas d'enfants pour s'en servir comme bouclier humain? Ça pose quand même question parce que lorsqu'on pose la question des deux États, on s'oublie qui va gérer la Palestine. Est-ce que vous voulez vraiment que le Hamas, qui a commis une utilisation le 7 octobre et depuis, lorsqu'on regarde la communication et les informations qu'on a sur le terrain grâce à vos envoyés spéciaux, etc., on remarque qu'ils se cachent en dessous des hôpitaux pour se planquer, utiliser la population civile de Gaza comme bouclier humain. Ils utilisent des moyens qui sont quand même au bord de la légalité, même en art de la guerre, en termes de comment on gère un conflit. Ensuite, après, ils livrent les otages au compte-gouttes. Ils ont gardé des enfants, ils ont gardé des vieux. Et maintenant, ils donnent uniquement les otages, uniquement pour les grandes puissances, pour pas avoir de problème avec eux, notamment les États-Unis et la Russie. Donc, est-ce que vous voulez vraiment qu'une organisation comme ça puisse gérer la Palestine, puisse présider la destinée de millions de personnes? Je ne pense pas. Je pense que les Français sont de bon sens. Je pense même que les pays d'Arabes ne veulent pas du Hamas. Et je pense qu'il faut soutenir Israël sur l'éradication du Hamas. Cela veut dire ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, William T. Oui, moi je partage leur opinion en raison du fait que, comme le dit Gilles Kepel, on vit dans un djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de raisons qui font que la France va être la cible d'attentats. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se réaliser, mais il va être la cible d'attentats. Le premier point que je vois, c'est la présence en termes de politique étrangère de la France, notamment au Sahel, sur le fait que ce soit nous qui soyons en pointe pour lutter contre les organisations islamiques, et notamment pour faire en sorte que les États africains ne tombent pas dans l'islamisme. C'était justification de l'opération Barkhane avec François Hollande et la poursuite par Emmanuel Macron. Le deuxième point que je vois, c'est que notre modèle laïcard, notre modèle de laïcité, fait en sorte qu'on soit la cible spécifique. Ce n'est pas le cas des autres pays européens. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une décision, lorsque vous avez une tension communautaire sur le burkini, sur la baya ou autre, n'importe quel signe qui peut être considéré comme religieux, eh ben, on aura à chaque fois des personnes qui vont crier à l'islamophobie, et donc du coup ça peut provoquer des tensions du fait qu'une personne peut se dire ah bah tiens, la France est un pays islamophobe, donc du coup on passe à l'action. L'autre point aussi que je vois, c'est que l'importation du conflit, qui était déjà depuis très longtemps, mais va accentuer le risque. Et enfin, il y a un contexte aussi de cadre. La Coupe du Monde de rugby s'est terminée dans de très bonne manière, mais on a les Jeux Olympiques 2024 l'année prochaine. Or, cette vitrine fait que la France va être la phare de la civilisation occidentale et que vraisemblablement des organisations islamistes, terroristes islamiques vont faire en
sorte de pouvoir nous cibler et faire en sorte de poursuivre ce qu'on appelle une guerre sainte ou une guerre de civilisation, comme l'a demandé Erdogan ou l'a souligné en disant on va avoir un conflit entre la croix et le croissant. Et c'est un ensemble de points qui font qu'on peut avoir des tueries de masse. Et ensuite, après, il y a quand même un point qui est spécifique à la France, c'est que est-ce qu'il y aura des mouvements comme en Israël parce qu'on n'a pas d'organisation d'État islamiste à nos portes? Par contre, on le sait depuis juin-juillet, on a des jeunes qui croient beaucoup à ces thèses, je pense, on a une similarité de thèses, et qui ont participé à des émeutes de masse qu'on n'avait pas vues depuis 2005. Est-ce que ces jeunes, lorsque vous posez la question, ils ne sont pas partisans de la Palestine et du Hamas? C'est une question que je pose notamment du fait qu'ils ne sont pas forcément les mêmes valeurs que nous. C'est des jeunes quand même qui sont entre 11 et parfois 17 ans, qui se battent le soir à 2h du mat, qui croient à certaines thèses, et que lorsque vous procédez à une analyse de fond des personnes qui ont publié des vidéos sur TikTok, sur Instagram, etc., ils disaient c'est pas grave, on va voler les Babtous, on va voler les Blancs, on va voler les Français. Donc quand vous dites ça, peut-être que vous êtes français, mais est-ce que vous voulez pas quand même alimenter une haine anti-France et anti-Occident qui peut faire en sorte que des personnes commettent non peut-être pas des attentats islamistes, mais dire voilà, on va procéder à des exactions dans l'année à venir ou dans les 2 années à venir? On déborde quelques secondes sur les orientations politiques. Chacun a choisi son camp. Oui, on a une vraie différence avec ce qui se passait. Moi, je me rappelle quand j'étais en primaire, donc il y a 25 ans, on a à peu près même une différence majeure. Moi, je me rappelais quand Yasser Arafat était le président de l'autorité palestinienne, c'était pas une question de couleur politique, c'était une question d'opinion, mais la droite chiracienne Villepin était davantage pour la cause palestinienne, et en fonction de vos tendances, c'était en fonction de vos sentiments personnels et de votre appartenance personnelle. Là maintenant, vous avez un clivage gauche-droite qui est très clair. La droite, partant de l'aile droite de la Macronie, au RN soutiennent Israël, et l'aile gauche de la Macronie jusqu'à Jean-Luc Mélenchon soutiennent davantage la Palestine. Après, un autre point, évidemment, quasiment tout le monde, j'espère, soutient Israël contre le Hamas, hormis peut-être certains demeurés ou certains allumés, mais normalement, ça doit être à peu près bon si par cas les gens ont un minimum de conscience. La question, moi, que je pose à long terme et à moyen terme, c'est est-ce que ça ne va pas changer en raison de l'attaque qui est préparée au niveau de l'attaque terrestre, notamment préparée par Israël. On voit bien notamment qu'on a une influence, on a un changement de position. Ça veut dire que lorsque vous prenez la première semaine après le 7 octobre, quasiment tout le monde soutenait Israël et soutenait le fait qu'Israël puisse répondre de manière quasiment inconditionnelle. Aujourd'hui, on voit bien que les opinions publiques et les chefs de gouvernement commencent déjà à changer de discours. C'est de dire, attention, Israël doit faire ci, Israël doit faire ça, Israël doit prendre en compte tout ça. Bon, bientôt, ça va devenir quasiment impossible pour eux pour attaquer. Et ensuite, après, l'autre point que je vois, c'est la manipulation et c'est la bataille d'opinion qui est en train de se jouer. C'est-à-dire qu'on voit bien, notamment, que le Hamas gagne quand même la bataille des images par rapport à Israël depuis 1 à 2 semaines. Ça veut dire qu'ils mettent en avant des images qui sont quand même assez fausses, notamment sur la question de l'hôpital. On voit bien que c'est relayé, même dans les pays occidentaux, par certains organismes qui sont plutôt pro-palestiniens en vue de manipuler l'information, notamment je pense à l'hôpital qui a été avancé par Michael Sadoun. C'est-à-dire que si vous prenez l'arc global à la fois en France, en Occident, c'est-à-dire que c'est à peu près réparti, c'est-à-dire c'est divisé. Je pense que c'est davantage pour Israël que pour la Palestine, mais c'est davantage divisé. Mais par contre, si vous prenez le globe entier, vous avez l'Amérique du Sud qui est pour la Palestine, l'Afrique qui est pour la Palestine, le Moyen-Orient qui est pour la Palestine, tous les pays du monde arabe sont pour la Palestine, alors que certains avaient commencé à se rapprocher d'Israël, notamment les pays du Golfe, et l'ensemble de l'Orient, c'est-à-dire que tout le Sud global, Russie, Chine, etc., soutient la Palestine. Donc la question pour nous, pour Israël et pour l'Occident, c'est comment créer une solidarité autour d'Israël, parce que c'est quand même l'État qui est agressé, et comment faire en sorte pour qu'on reprenne sur une lutte globale contre le terrorisme. Je tiens à rappeler quand même, pour finir dessus, qu'en 2015, quasiment tout le monde avait soutenu la France, notamment était venu lors des manifestations lancées par Hollande à Charlie Hebdo, et tout le monde avait soutenu la riposte de la France pour le Bataclan. Et personne n'avait dit à la France n'a pas le droit de riposter à Raqqa contre l'État islamiste. Attention, il faut faire gaffe à la population civile. Donc il faut quand même prendre chose gardée. Est-ce qu'Israël doit faire gaffe pour d'autres considérations géopolitiques? J'en ai déjà parlé. Attention à faire gaffe, pas comme les États-Unis avec le 11 septembre pour faire la même chose qu'en Afghanistan et en Irak. Mais de là à mettre trop de contraintes sur Israël, il faut quand même se rappeler ce qui s'est passé au 11 septembre et lors de 2015 et faire en sorte d'Israël, qui connaît quand même mieux la situation que nous, pouvoir attaquer sur le terrain et surtout récupérer les otages et éradiquer le Hamas. Une toute dernière intéressante, en tout cas pour comprendre le processus de décision. Absolument pas, mais moi je voulais quand même mettre 2 remarques. Vu que nous on a un think tank gaulliste, on suit plutôt la pensée du général de Gaulle. L'avantage de De Gaulle et Napoléon, c'est qu'ils savent en avance, à chaque événement, c'est qu'ils ont une vision du monde. C'est-à-dire que De Gaulle, en 40, ce que tout le monde explique, c'est qu'il sait comment va se passer l'après-seconde guerre mondiale et comment va se dessiner en fait le monde d'après lui. Et en fait, il sait déjà que c'est les États-Unis qui vont gagner. C'est ce qu'il explique à tout le monde, à sa femme, etc. En 39, il sait que les États-Unis, avec leur puissance industrielle, vont rentrer dans le conflit automatiquement pour soutenir le Royaume-Uni. Et donc, du coup, ils vont sauver. Et grâce à leur puissance industrielle, ils vont éclater tout le monde. C'est ce qu'il explique. Donc, en avant, c'est pour ça qu'il fait ce type de décision. C'est pour ça qu'il emmène la France libre à Londres. Et puis après, avec les colonies, etc. Napoléon, de la même manière, il savait, avant même d'entrer dans le conflit, quelle
était son architecture, quelle était sa vision. En fait, ils avaient une vision, les deux. Ils savaient à peu près comment ils voulaient configurer le monde et comment ils voulaient que la France s'inscrive dans ce monde-là. L'autre point, quand même, sur lequel je voulais insister, c'est sur Benyamin Netanyahou. Il est responsable de tous les maux aujourd'hui parce qu'il n'a pas su prévoir le conflit. Mais je tiens quand même à préciser quelque chose, quand même, parce que aujourd'hui, la position est très difficile. C'est-à-dire que quand vous êtes à la place du Premier ministre israélien, c'est très compliqué de prendre une décision. Actuellement, vous avez 3 objectifs de guerre. Éradiquer le Hamas, faire en sorte de protéger Israël et récupérer les otages. Les 3 objectifs sont contradictoires les uns avec les autres. Et quelle est la hiérarchie d'ailleurs? Exactement, c'est ça. C'est ça le problème, c'est de poser une hiérarchie. Mais oui. La hiérarchie qui est réelle pour Israël, c'est pour protéger Israël, qui est la première priorité de tout gouvernement, c'est de protéger son peuple, c'est d'éradiquer le Hamas, qui est la menace immédiate. Or, pour éradiquer le Hamas, est-ce que c'est le meilleur objectif pour récupérer les otages? Et en plus, vous avez un problème sur les otages, c'est qu'il y a beaucoup de binationaux, donc des autres gouvernements s'en mêlent. C'est-à-dire qu'il y a Emmanuel Macron qui donne des conseils à Benjamin Netanyahou, il y a Joe Biden qui en fait de même, etc. Or, le premier objectif d'Israël, du coup, par conséquent, c'est d'éradiquer le Hamas. Pour éradiquer le Hamas, il faut faire en sorte d'entrer, éviter des pertes militaires qui sont très fortes, donc bombarder Gaza, et ensuite après vous envoyez soit les forces spéciales, soit vous envoyez l'armée terrestre, occuper le terrain, éradiquer le Hamas. C'est à peu près la tactique de guerre classique qu'ils ont effectuée à chaque fois. 15 à 21 jours de bombardement, et ensuite après on envoie les troupes. Le problème, c'est que si avant de bombarder, vous avez des gens qui disent qu'il faut faire une trêve humanitaire, il faut protéger la population civile, il faut protéger, attention, le Hamas, ou peut-être les traduire en justice avant, mais vous ne pouvez pas envoyer des troupes terrestres. Parce que si vous envoyez des troupes terrestres dans une zone de densité urbaine aussi forte que celle de Gaza, qui est la plus forte du monde, vous allez vous faire ouvrir, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de pertes militaires de votre côté que d'otages qui vont être sauvés. Comment fait Netanyahou, qui est à la tête d'un État démocratique, pour dire, pour sauver 250 otages, on va perdre 5 000 à 10 000 soldats? Vous imaginez, vous, un président de la République dire ça, ou un premier ministre? Ce serait impossible d'un point de vue au terme d'opinion publique. Évidemment. Et ensuite, après, il y a un autre point sur lequel il faut rajouter. En plus, pour éviter ce qu'on appelle une régionalisation et mondialisation du conflit, il faut faire en sorte que Hezbollah n'entre pas dans le conflit. Donc, il faut qu'il intervienne à Gaza, mais sans que les opinions publiques du monde arabe se révoltent contre Israël, pour pas que la Turquie rentre dans le jeu, pour pas que l'Iran rentre dans le jeu, et pour pas que l'Arabie saoudite dans le jeu. Donc je veux bien que Netanyahou soit le pire de tous les temps. Moi je pense qu'il va même sauter, après vraisemblablement la fin des événements, comme pour Golda Meir, après la guerre du Kippour. Par contre, de là à dire qu'il prend des mauvaises décisions, etc., moi je pense que c'est un peu compliqué, c'est un peu dur. Il prend des décisions d'urgence qui s'imposent